Bonjour. On m'entend? Non? On m'entend pas? Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors, il y a un peu de remue-ménage entre les deux tables rondes. Donc, pour les discussions, je vous propose plutôt de les faire dehors. Et puis, ceux qui veulent rester dans l'hémicycle pour la suite. Donc, je me présente, je suis Olga Trosianski, s'il vous plaît. Donc, je suis présidente du laboratoire de l'égalité entre les femmes et les hommes, et conseillère au CESE. Et donc, j'ai le plaisir d'être modératrice sur cette table ronde. Donc, nous accueillons Anaïs Agel-Girard, qui va s'asseoir, Anaïs Agel-Girard, Madame Monique Cadeau et Monsieur Erwan Dagorn. Allez-y, installez-vous. Donc, pour ce point ensemble, il s'agit en fait d'avoir votre retour, le retour des citoyens et des citoyennes. Bonjour madame. Non, en fait, je vais vous appeler avant. Il y a juste un petit cours, mais vous pouvez rester parmi nous si vous voulez. En fait, il y a juste une petite introduction avec les trois personnes qui sont là. Et puis ensuite, il y a une table ronde qui va s'organiser où vous serez présente. Si vous voulez bien, donc sur ce retour des citoyens et citoyennes volontaires et tirés au sort sur cette expérience démocratique du CESE, si vous voulez bien, je voudrais donner la parole d'abord aux citoyennes, peut-être rapidement. Vous voulez introduire en quelques mots, et puis ensuite on échange, mais évidemment très rapidement. Monsieur Erwan Dagorn de Mission Publique, qui a accompagné ce groupe de citoyens, de citoyennes au CESE. Vous avez la parole pour 2-3 minutes. Allez-y. D'accord, merci Olga. Mais ce qu'on a prévu ensemble, c'est que je pose le cadre et puis après je les laisse s'exprimer. Donc ce groupe, donc c'est 28 citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort sur un panel, mais avec une méthode de quota. L'idée, c'était vraiment d'avoir une diversité de participants, diversité territoriale. Ils viennent de toute la France, de tout type de territoire, diversité de revenus et également il y avait quelques contraintes, c'était aussi d'avoir des personnes qui n'avaient jamais été élues et qui n'avaient pas d'expérience de participation citoyenne. Donc ce groupe s'est réuni pendant 2 jours en janvier et 3 jours en février pour contribuer à la vie du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, sur le thème fracture et transition. Donc ils ont posé un constat ensemble sur ces thèmes et progressivement ils ont été vers des propositions. Donc vraiment l'originalité de ce travail, c'est que d'habitude, moi en tant que praticien de la participation, d'habitude quand on fait ce genre de choses, on fait ça sur une question, un sujet très précis. Et là, on a travaillé sur un thème qui était très général, avec les 4 grandes thématiques de la vie du CESE. Et ce qu'on a pu observer, et je vais laisser après Monique et Anaïs vous l'expliquer, on a pu observer que ils ne sont pas d'accord sur tout, c'est un groupe très diversifié, mais le fait de se retrouver comme ça ensemble, chacun sort de son quotidien. L'effet vraiment d'un groupe comme ça, de se retrouver avec une diversité, c'est que ça nous aide aussi à nous décentrer, à regarder les choses, l'actualité, les enjeux sous un autre jour et à créer du commun. Et donc, en s'exprimant, en travaillant ensemble, ils ont pointé du doigt des divergences, mais ils étaient d'accord sur énormément de choses. Je vous laisse la parole. Madame Agel-Girard. Oui, donc moi je dirais que c'est... Comment ? Là, d'accord. Oui, donc je dirais que ça a été l'occasion, l'atelier citoyen a été l'occasion, je dirais, de beaucoup d'échanges avec effectivement des participants, d'échanges d'horizons très variés. Effectivement, au-delà de nos nombreuses différences et divergences, on a réussi quand même à faire consensus sur certains points. Je dirais également, ça a été l'occasion de
de rencontrer des personnes. Je dirais, enfin, moi, ça m'a permis de découvrir des expériences de vie, des personnes avec des ressentis très éloignés de mon quotidien. Et je pense que c'est une expérience, pour moi, c'était une expérience un peu comparable à, un peu au service militaire, tel que ça m'a toujours été décrit, c'est-à-dire avec beaucoup de brassage. Moi, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances, en termes de région, en termes de génération. Et sinon, je dirais que le bénéfice des ateliers citoyens, je pense que ça permet de se réintéresser à des questions de société. Ça permet une certaine inclusion citoyenne. Et moi, c'est un petit peu on a abouti à l'idée que ce serait... c'est une expérience, je pense, à renouveler et à pérenniser avec un changement de participants, en fait, que les participants à chaque fois changent. Donc, Monique, je te passe la parole pour... Madame Cadeau. Merci. Donc, oui, d'accord avec Anaïs, ça nous a permis de côtoyer des personnes que moi aussi, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer. Et il y a un mot que j'ai retenu de la part de l'animatrice, la collègue d'Erwan, c'était avoir de la bienveillance. Et la bienveillance, c'était avoir l'écoute et également d'entendre des points de vue différents, et ça permet d'ouvrir son esprit. Alors, ce qu'il en résulte, c'est il y a eu une contribution des citoyens, du groupe citoyen, et cette contribution est annexée à l'avis du CESE, et donc elle est consultable. Donc, c'est le rapport Fracture et transition, réconcilier la France. Alors, ce que l'on souhaite maintenant, nous les citoyens, c'est donc l'intégration de la parole citoyenne à tous les niveaux, par la mise en place d'outils d'interpellation. Donc, ça peut être le référendum déclenché à partir de pétitions, la prise en compte du vote blanc. Et généralement, en conclusion, ce qui est souhaité, c'est d'étendre la participation citoyenne par tirage au sort à différents niveaux, que ce soit local, régional ou national. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre retour d'expérience et l'accompagnement donc de Mission Publique. Et ce que je vous propose, si vous avez un mot peut-être supplémentaire avant qu'on passe à l'autre table ronde. Monsieur Dagorn. Je tenais à souligner vraiment le travail du CESE, où il y a eu 5 conseillers du CESE qui ont suivi, comme Olga, vous en faisiez partie, vous avez vraiment suivi des conseillères et conseillers, vous avez suivi de près les travaux des citoyens, et je trouvais que cet effort était vraiment original aussi de tirer au sort parmi les 28 5 membres du groupe citoyen qui ont pu participer à la commission temporaire et vraiment à l'ensemble des travaux. Et les retours qu'on nous en a fait, c'est que ils ont vraiment trouvé leur place, ils ont contribué, ils ont été écoutés. Merci beaucoup à vous trois, et je demande, on peut les applaudir, et je demande donc aux participants de la table ronde, donc Monsieur Patrick Bernasconi, Monsieur Michel Chassan, Monsieur Dimitri Coutan, vous êtes là, Sarah Durieux, et donc Stéphanie Wojcik, si vous pouvez nous rejoindre. Madame Wojcik, est-ce qu'elle est là? Elle était là tout à l'heure. Vous allez la chercher. Monsieur Dimitri. Alors, en attendant que les autres personnes donc, nous rejoignent, Patrick Bernasconi, donc président du Conseil économique et social et environnemental. À ma gauche, Michel Chassan, président du groupe des professions libérales et président de la commission temporaire qui a travaillé donc sur cet avis des fractures territoriales et sociales et pouvoir d'achat, réconcilier la France. Et donc, Madame Sarah Durieux, vous êtes directrice exécutive de Change.org, en fait la branche française, et qui est la plus grande plateforme mondiale des pétitions.
Dimitri Courant, vous êtes chercheur sur les pratiques citoyennes à l'Université de Lausanne et à Paris 8, et vous avez aussi observé le fonctionnement de la commission temporaire et puis tout le système de tirage au sort. Madame Stéphanie Wojcik, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris-Est Créteil, et vos travaux portent essentiellement sur les pratiques numériques de participation politique. Alors, pour rentrer peut-être très vite sur nos sujets, peut-être une première question pour vous, Monsieur Bernasconi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un peu la genèse, pourquoi cette réforme de l'Assemblée avec ces expérimentations démocratiques, et est-ce que pour vous il est nécessaire de créer un lien peut-être plus direct avec les citoyens et les citoyennes, mais sans pour autant délaisser les corps intermédiaires? Cette réforme, elle trouve en fait son origine dans le fait qu'on a souhaité évidemment que le Conseil économique, social et environnemental, au début de cette mandature, puisse être plus écouté, plus entendu, davantage repris. Et on a de ce fait cherché très rapidement à trouver des passerelles avec, je dirais, des expressions parfois citoyennes, avec aussi des citoyens engagés à travers des pétitions pour être justement bien en résonance avec différents problèmes qui apparaissaient dans la société. Ça a été notre volonté, c'est la raison pour laquelle dès le début on a mis en place un comité qui a surveillé l'ensemble des pétitions sur les différentes plateformes, et depuis on a traité un certain nombre de pétitions. Chemin faisant, le président de la République a souhaité lui porter cette réforme constitutionnelle. Et dans cette réforme constitutionnelle, il y avait l'idée de clarifier en fait le rôle de chacune des assemblées. Et il voulait reconnaître au CESE une place de trait d'union entre en fait les citoyens et les pouvoirs publics. Ce qui nous allait assez bien puisque ça correspondait en fait à l'orientation politique qu'on a cherché à mettre en place au sein du CESE. Pour incarner évidemment ce trait d'union, il faut avoir les outils et utiliser les outils qui permettent de le faire. Nous, on est une assemblée qui regroupons l'ensemble des associations et organisations qui constituent la société civile organisée. Mais pour qu'on puisse bien fonctionner, il fallait bien qu'on utilise les différents outils à notre disposition, en particulier évidemment les pétitions. Et puis, on a décidé d'expérimenter une forme nouvelle que sont les citoyens tirés au sort. Et là, on est allé assez loin dans l'expérimentation, puisqu'on a non seulement mis en place une commission temporaire, en miroir de la commission, une commission miroir de citoyens tirés au sort de notre commission, mais en miroir de notre commission temporaire. Et puis, comme ça a été dit, nous en avons tiré 5 au sort parmi eux pour les faire intégrer notre commission temporaire. Donc l'exercice est allé quand même assez loin et je pense que c'est un vrai succès en fait. C'est un vrai succès puisqu'en fait ça a permis d'enrichir nos travaux, ça a permis de croiser différents points de vue. C'est un succès dans le sens aussi où on n'a pas trompé les personnes qu'on a sollicitées. Il y avait évidemment l'une des grandes inquiétudes des citoyens qui étaient tirés au sort, c'était de savoir s'ils seraient écoutés, repris et comment tout ça serait traité. Je pense qu'on a su démontrer avec le professionnalisme qui était le nôtre, avec notre façon de faire qui était la nôtre, on a su démontrer qu'on était capable évidemment non seulement de les entendre, de les écouter, mais aussi de reprendre certaines de leurs idées, de voir comment on pouvait progresser ensemble. Ce chemin est sûrement une voie qu'il convient maintenant d'explorer plus avant dans les mois qui viennent et les semaines qui viennent. Merci, Monsieur Bernasconi. Alors, je voulais me tourner vers Madame Sarah Durieux. Alors, peut-être en commençant sur le sujet des pétitions. Bon, il y a eu au niveau du CESE, il y a un comité de veille de pétitions en ligne du CESE qui a eu le sentiment en fait de sentir la montée en puissance et l'ampleur en fait de cette contestation sociale avant même peut-être sa structuration. Et moi, je voulais vraiment avoir votre avis à vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait pendant cette période et qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de nous faire partager? Alors déjà, le travail avec le CESE avait
commencé bien avant le mouvement des Gilets jaunes et la pétition en particulier qui a un peu structuré ce mouvement, qui était la pétition contre la hausse des taxes sur le carburant, lancée par Priscilla Ludowski, qui a d'ailleurs été auditionnée dans le cadre des travaux du CESE. Ça fait 2 ans à peu près qu'on essaye de travailler avec le CESE pour faire avancer certaines campagnes, que les pétitionnaires soient auditionnés. Il y a déjà eu 3 pétitionnaires qui ont été auditionnés avant le mouvement des Gilets jaunes. Un premier pétitionnaire sur la question des déserts médicaux, un autre sur la question, 2 autres personnes sur la question de la fin de vie, et également 3 personnes même sur la question des SDF et des personnes qui vivent dans la rue. Et donc c'était très intéressant de voir comment le CESE s'est saisi du sujet et du mouvement et de comment on pouvait justement essayer de comprendre quelles pouvaient être les revendications des personnes qui font partie de ce mouvement en interrogeant Priscilla Ludowski et donc en structurant un peu ce rapport autour de la contribution de départ qui était la pétition, mais surtout ce qui était très intéressant en élargissant à d'autres expressions, notamment par le tirage au sort. C'est très important pour nous qu'il y ait un débouché à ces pétitions, puisque les pétitions ne sont pas institutionnalisées sur Change.org. C'est une plateforme d'expression qui est indépendante, qui n'est pas liée à un organisme d'État, mais c'est quand même important pour nous qu'il y ait un suivi. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le CSE et avec d'autres organisations, notamment le Parlement, mais aussi des ministères, pour que ces citoyens qui s'expriment ne soient pas déçus, qu'il n'y ait pas une situation déceptive à dire on s'exprime, mais finalement ça ne va pas, ça ne va nulle part, d'où les partenariats qu'on fait. C'est important à 2 titres. D'abord sur le sujet que ces personnes vont porter, puisqu'on veut leur permettre d'aboutir sur leurs demandes, mais aussi tout simplement pour des raisons démocratiques. Et on voit que ce qui se passe en ce moment, c'est une vraie défiance envers le pouvoir politique et qu'on a vraiment besoin de recréer ce lien entre citoyens et organisations et institutions pour permettre une vie démocratique plus saine, plus apaisée, plus sereine. Donc l'importance pour nous de faire ce travail avec le CESE était là. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi qui est très important, c'est le sentiment positif que ces personnes qui sont auditionnées dans cette enceinte dans laquelle on est aujourd'hui peuvent ressentir et comment elles peuvent diffuser cette expérience positive de la démocratie autour d'elles. Merci beaucoup. Madame Stéphanie Wojcik, excusez-moi, je prononce peut-être mal votre nom. Nous, comment dirais-je, c'est quoi le nom? Je le prononce mal, excusez-moi. Donc le CESE a lancé une consultation numérique qui a fait un petit peu parler d'elle. Et donc ça invite un peu à s'interroger. Voilà, sur peut-être la manière d'appréhender cette place possible des groupes de pression dans les outils numériques. Quel est un peu votre avis sur à la fois ces plateformes et puis la manière dont interviennent ces groupes de pression? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et pour cette question. Moi, je crois que ça fait partie d'une des limites que rencontrent les consultations en ligne qui sont mises en œuvre maintenant depuis pas mal d'années par les ministères. Enfin, on a eu un ensemble de débats publics qui se sont appuyés sur des plateformes participatives, et ça remonte il y a quand même quelques années. Je pense par exemple au débat national sur l'avenir de l'école, c'était 2003-2004. Il y avait aussi une plateforme dite participative en ligne. Donc la présence des groupes de pression, je dirais, elle est quasiment inévitable. Ils se mobilisent forcément dans le cadre de ces nouveaux canaux, enfin relativement nouveaux canaux de communication. Donc c'est observable, ça a été observé pour la consultation mise en œuvre par le CESE, mais ça a été observé dans le cadre d'autres types de consultations. Je pense par exemple aux consultations européennes des citoyens qui avaient lieu il y a une dizaine d'années, où c'était une plateforme destinée à faire s'exprimer les citoyens de toute l'Europe sur l'avenir économique et social, et où parmi les premières propositions qui sont apparues, on a vu apparaître la légalisation du cannabis et l'interdiction des corridas.
Donc sur une thématique extrêmement large, on a vu se mobiliser des militants professionnels qui étaient drivés, si j'ose dire, par leurs associations pour investir massivement ce type de plateforme. C'est pas pour autant que la plateforme en tant que telle doit être disqualifiée, puisqu'il n'y a pas que des lobbies ou que des groupes de pression. Je crois qu'il faut étendre la question à la sociologie des publics. C'était une question qui a été évoquée ce matin. Et là-dessus, en revanche, on a assez peu d'informations, enfin, que ce soit pour la consultation du CESE, pour celle du grand débat national ou pour d'autres encore, où on a voilà, quelques bribes, où on a des hypothèses, où on se dit, bon ben voilà, les gens qui interviennent en ligne, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qui interviennent en face à face, mais où on a parfois des enquêtes qui sont réalisées sur, comme c'est le cas pour le grand débat national, ce qu'a dit Loïc Blondiot ce matin, où il y a un questionnaire qui circule pour les réunions publiques et où on a un peu de mal, nous, à faire passer un questionnaire pour les internautes qui sont intervenus sur la plateforme du grand débat national. Mais on a aussi un peu de mal à faire passer ce questionnaire pour les participants au vrai débat. Donc voilà un appel qui est lancé. Peut-être on aurait moins de mal pour les consultations du CESE, mais toujours est-il qu'on a vraiment je crois vraiment une vision très fragmentaire des profils des participants, ce qui est pas le cas pour d'autres initiatives, parce que ma voisine va parler des pétitions et des liens, des partenariats qui sont mis en œuvre avec le CESE, mais on a dans d'autres pays de l'Union européenne, on a des institutions, je pense à des parlements, qui ont institutionnalisé justement les procédures pétitionnaires et où des enquêtes ont pu être faites et où on a pu montrer, je pense par exemple à l'Écosse et à l'Allemagne, on a pu montrer quand même le degré globalement plus jeune et plus politisé des participants qui s'expriment sur les plateformes de débat en ligne. Voilà. Merci beaucoup. Michel Chassan, vous avez été président de cette commission temporaire. Pour vous, quel était en fait l'usage de cette plateforme numérique et à quoi et à qui a-t-elle servi ? Bon, d'abord, notre démarche reposait sur un certain nombre d'outils, dont la plateforme. Mais on évoquera certainement l'atelier citoyen, le groupe citoyen qu'on a mis en place et l'originalité de la méthode qui a non seulement constitué à créer un groupe citoyen, mais également faire que le groupe citoyen travaille au sein même de la structure et au sein même du Conseil économique et social, et donc avec ses conseillers, donc membres de la commission temporaire. Mais la plateforme, on lui a fait dire, on a voulu la faire parler au-delà de ce qu'elle était capable de faire. La plateforme n'était en aucune façon un sondage, et donc elle est par définition non représentative. Deuxièmement, cette plateforme, évidemment, il y a des thèmes qui étaient en rapport avec ce que nous recherchions et des thèmes qui n'avaient strictement aucun rapport. On s'était fixé 4 objectifs, je vous le rappelle, le sujet de la transition écologique, le sujet du pouvoir d'achat, le sujet des fractures territoriales et des fractures sociales, et enfin la participation des citoyens au débat public et aux prises de décision. Voilà. Alors effectivement, on a été victime, entre guillemets victime, d'un certain nombre de groupes de pression qui se sont mobilisés. Alors, je ne vais pas en faire la publicité, mais chacun les connaît. Voilà, donc on les a purement et simplement écartés. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les dossiers et qu'on ne s'en occupera pas ultérieurement, mais nous ne l'avons pas fait dans le cadre que nous nous étions fixés. Notre objectif, c'était de traiter des fractures et des transitions, réconcilier la France. Ça n'était pas de traiter du problème de le rétablissement de la peine de mort, par exemple. Absolument pas. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième élément que je voulais dire. Troisième élément, c'est que, comment vous dire, tout ça est quand même d'interprétation difficile. Et donc, notre but était exclusivement de recueillir un certain nombre d'idées. C'est une boîte à idées, en fait, qu'on a lancée. Et donc, cette boîte à idées, elle donnait un certain nombre de résultats assez utiles, d'ailleurs, notamment en matière de politique familiale, notamment en termes d'aménagement du territoire. Enfin bref, il y a eu des choses qui nous sont apparues intéressantes, qui revenaient souvent, même si ça n'a pas de valeur statistique, mais les gens pouvaient voter. Chaque internaute pouvait voter pour telle ou telle proposition formulée par un tel ou un tel. Et donc, on avait bien un intérêt qui était plus marqué pour un certain nombre de thématiques par rapport à d'autres. Et donc, naturellement, ce qui a été exposé a été repris dans le cadre de la construction de l'avis
que nous avons menée, et ça a fait partie de la palette d'outils mis à la disposition pour avancer dans cette direction. J'ajoute 2 choses. La première, c'est les limites du système, c'est qu'évidemment, ça repose sur le volontariat des gens par définition, et ça repose également pour ceux qui sont acculturés au numérique. Ceux qui évidemment sont éloignés de tous les problèmes numériques, des plateformes, c'est évidemment pas pour eux. Donc ça, c'est quand même un élément qui convient vraiment de mettre et de prendre en compte. Et un deuxième sujet, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit connu. Et donc il faut qu'il y ait un temps suffisant pour qu'une notoriété apparaisse. C'est essentiel, c'est absolument essentiel. Et donc, il faut se donner un peu de temps. Malheureusement, c'est exactement ce qui nous manquait. Le temps, puisqu'on était contraints par le temps et il nous a fallu travailler rapidement sur tous les dossiers. Alors après, j'imagine qu'on parlera du groupe citoyen dans un deuxième temps. Merci. Dimitri Courant, on voit que le numérique peut peut-être toucher de nouveaux publics qui sont ceux déjà éloignés actuellement de l'engagement de participation citoyenne. Est-ce que c'est le principal intérêt en fait du tirage au sort? Voilà, donnez-nous un peu votre observation et votre appréciation sur l'ensemble du tirage au sort et peut-être votre appréciation sur les travaux qui ont été menés ici au CESE. Oui, oui, en fait, c'est-à-dire que chaque mode de concertation ou de participation a ses avantages et ses inconvénients. Et clairement, quand c'est ouvert, que ce soit en ligne ou de façon dans le monde réel, de la réalité véritable, eh bien, viennent ceux qui sont intéressés, ceux qui disposent d'un certain nombre de ressources, de capitaux, ceux qui se sentent autorisés à parler, ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Et du coup, il y a un biais d'autosélection assez fort, qui fait qu'en règle générale, et là c'est ce qu'on a vu avec l'Observatoire des débats sur les réunions d'initiative locale du Grand Débat, ce sont plutôt des hommes, plutôt âgés, plutôt diplômés, plutôt propriétaires, plutôt aisés, etc. Donc on a en aucun cas un microcosme de la population, et finalement, souvent participent ceux qui déjà ont la parole dans de nombreux autres espaces, ceux qui votent, etc., ceux qu'on prend en compte. Et donc le problème, c'est que faire de ceux qui ne vont pas se sentir la capacité ou la légitimité de participer et de faire entendre leur voix. Et donc le tirage au sort vise à répondre à cela, puisqu'on contacte des gens qui n'ont pas fait la démarche. C'est pour ça que moi, je vais faire une petite précision. Il ne faut pas dire volontaire, ils ne sont pas volontaires. Ils auraient été volontaires si j'avais voulu être inclus dans le réservoir de tirage au sort parmi lequel on fait le tirage au sort. Ils sont consentants. Ils ont consenti après avoir été appelés à participer, mais ils n'ont pas fait la démarche volontaire de participer. C'est assez différent et c'est ça qui est important. Et avec le tirage au sort, c'est ça qu'on essaye d'avoir. C'est des gens consentants, mais non pas volontaires, qu'on a déjà dans les réunions locales ou sur les plateformes. Et donc ça permet d'avoir une plus grande diversité. En effet, et donc là, le groupe citoyen du CESE avec un petit effectif, 28 citoyens, on avait une bonne diversité en termes sociodémographiques. On avait des gens des régions différentes, des ruraux, des urbains, des jeunes, des personnes plus âgées. Et c'est ça qui permet en fait ce qu'on appelle la diversité épistémique. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été réalisées dans différents pays qui montrent qu'en fait un groupe de citoyens divers, ayant différentes expériences, ayant différents profils sociologiques, vont réussir finalement à régler des problèmes de façon plus efficace et plus rapide que des experts qui auraient tous la même formation, puisqu'ils arrivent à voir un problème sous les différents angles du problème, avec les différents niveaux, en comprenant que peut-être il y aura une conséquence qui n'avait pas été prévue. Et du coup, c'est la définition de l'intelligence collective au sens de diversité épistémique. Et moi, c'est ce que j'ai observé dans le cadre des travaux du groupe citoyen du CESE, à savoir voilà, des gens qui donnaient des avis et puis d'autres qui disaient mais non, t'as pas pensé que moi qui habite en zone rurale, si jamais tu fais ça, eh bien ça ne marchera pas pour moi, etc. Et du coup, en prenant tous ces avis en compte, on arrivait à quelque chose qui me semble être une délibération de bonne qualité, avec un temps qui était quand même plus important que ceux là, des conférences régionales citoyennes tirées au sort du Grand Débat, puisque les citoyens ont pu bénéficier de 2 week-ends qui commençaient le vendredi et qui finissaient le dimanche soir, donc étaient quand même relativement longs. Et puis l'effectif plus restreint leur a permis d'avoir un encadrement assuré, notamment par Mission Publique, qui était plus inclusif. Notamment, ils ont pu traiter tous les thèmes, alors que là, dans les conférences citoyennes régionales que j'observe, on doit cantonner des citoyens à certains thèmes, et donc ils ne peuvent pas tout traiter, alors que là,
il y avait la possibilité de circuler et donc d'échanger sur les différents aspects des différents problèmes. Et oui, ça a donné un groupe assez soudé avec des moments de convivialité intéressantes et puis un avis que je trouve assez remarquable dans le temps contraint qui a été imparti avec la pression du temps. Merci. Monsieur Michel Chassan, pour venir sur la construction de cet avis et la place des citoyens et citoyennes dans cette commission temporaire, je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu des résistances auprès des membres du CESE et notamment dans la commission ? Voilà un peu votre sentiment sur cette expérience et comment ça a été ressenti par les membres et les groupes qui font partie intégrante du CESE et qui ont participé à ces travaux, vous, président cette commission. Alors, tout d'abord, ça s'est passé. Comment vous dire, le bilan est globalement positif, Patrick Bernasconi l'a dit tout à l'heure. Mais ça ne s'est pas passé sans difficulté. En clair, c'est quand même quelque part un certain choc des cultures. Nous sommes ici dans la maison des corps intermédiaires, la maison de la société civile en France. Et ces gens qui travaillent au quotidien dans cette maison n'ont quand même pas l'impression d'être complètement hors sol. Et ils estiment être des corps intermédiaires, d'être toujours en activité, d'être toujours sur le terrain au quotidien. Et donc, ils n'ont pas l'impression qu'ils ne font pas partie du monde des citoyens. Et donc, les convaincre qu'il fallait s'enrichir, puisque c'est ça le terme en fait, c'est de jouer sur la complémentarité, de s'enrichir de citoyens extérieurs, totalement extérieurs à nos travaux, qui ont des habitudes de travail totalement différentes des nôtres, n'a pas été une chose très facile. Mais au fil du temps, les choses se sont considérablement améliorées. D'abord parce que, alors je ne sais pas si c'est le sort, on a eu la chance, et certains se sont exprimés, d'avoir 28 citoyens. 28 citoyens, c'est quand même pas négligeable, ça représente 10% des effectifs du CESE. C'est donc pas marginal du tout. Et donc, on a eu la chance, parmi ces 28 citoyens, d'avoir des gens qui, bon, certes, on a peut-être fait ce qu'il fallait pour bien les accueillir, mais ils se sont laissés accueillir. Ils étaient... ça s'est bien passé. Les relations humaines ont été de qualité. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas travailler correctement s'il n'y a pas le courant qui passe entre les différents intervenants. Ça a été le cas. Dimitri l'a dit tout à l'heure, nous avons respecté le fait qu'on ne voulait absolument pas avoir que des retraités parisiens. Donc pour cela, il a fallu donc avoir un budget pour les défraiements, pour les déplacements, pour les indemniser pour le temps consacré ici, et veiller à ne pas faire ça en plein milieu de la semaine. Donc nous avons fait ces séminaires et organisé ces séminaires du vendredi midi ou vendredi après-midi, 14h, jusqu'au dimanche soir. Le tout, et donc évidemment, on a eu un certain pluralisme donc, dans la composition de ce groupe citoyen. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième, c'est que les citoyens et les conseillers ne représentent pas la même chose. Ça paraît une évidence. Et ils ne travaillent pas pareil. Le citoyen, évidemment, il travaille à partir des connaissances qu'il a, à partir des lectures, des rencontres qu'il a eues ici ou là, mais il parle en son nom propre. Le conseiller, lui, il parle parce qu'il est au sein d'une institution, qui est quand même une assemblée constitutionnelle, et il parle au sein d'une institution parce qu'il a été désigné pour cela, mais parce qu'il représente un groupe au sein du Conseil économique et social environnemental, mais aussi il a été désigné par une organisation. Et cette organisation, donc, à qui il doit rendre des comptes. Ça change un petit peu les choses. Donc il faut, pour gérer ses affaires, ne pas tomber, parce que c'est facile, tomber dans la démagogie, c'est assez simple. Donc on a veillé à faire en sorte de respecter ces deux caractéristiques et d'essayer de les rendre complémentaires, pour qu'ils puissent construire ensemble. Parce que le but final était quand même de co-construire un texte censé répondre aux 4 problématiques que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre des transitions et des fractures que traverse notre pays. Et donc, c'était pas gagné d'avance. Alors,
quels sont les enseignements, si vous permettez, 2 minutes là-dessus. Quels sont les enseignements? C'est un peu trop tôt aujourd'hui pour en tirer de façon exhaustive. D'ailleurs, il y a une évaluation qui est en cours, et donc cette évaluation, il faudra qu'elle soit contradictoire, il faudra qu'on en parle, il faudra qu'on fasse une évaluation interne à notre conseil, il faudra qu'on fasse une évaluation naturellement avec nos citoyens. Et bien, il y a tout un travail que nous devons mener à bien, ceci prend un peu de temps, j'espère qu'on sera en mesure d'ici l'été de pouvoir en tirer tous les enseignements très utiles, et nous les ferons connaître évidemment à l'extérieur. Mais d'ores et déjà, quelques réflexions à chaud. La première, c'est que tout ceci nécessite une certaine acculturation. Elle nous semble totalement indispensable. Quand je dis acculturation, c'est pas de faire des citoyens lambda des conseillers économiques et sociaux habitués à discuter et habitués à travailler dans ce cadre-là. Non, il s'agit simplement de dire que, avant de parler de quelque chose, il est bon de se documenter, il est bon de travailler avant. Et donc on a veillé à ce qu'il y ait, ils avaient des travaux à faire, ils avaient des lectures à faire sur les sujets qui nous concernaient. Et donc ils l'ont fait d'ailleurs, ils sont revenus avec des informations extrêmement précises sur tous ces sujets. Donc on ne s'improvise pas du jour au lendemain comme cela. Et donc il faut une certaine connaissance de base. Le deuxième élément, c'est que le travail collectif, c'est pas évident pour ceux qui ont et qui revendiquent une certaine individualité et qui revendiquent le fait de représenter qu'eux-mêmes et d'avoir une relation directe entre l'exécutif et eux-mêmes. Et donc c'est pas simple de leur expliquer que là, l'objet, c'est de travailler en collectif et d'essayer de co-construire collectivement, non seulement entre eux, mais de travailler, de construire collectivement avec des conseillers économiques et sociaux qui ont beaucoup plus d'habitude qu'eux. Et donc c'est ça la grande originalité, enfin l'originalité, on va être modeste, on va être humble, puisqu'on parle d'humilité depuis le début de la matinée, on se veillera bien à rester très humble sur ce sujet-là. C'est ça l'originalité de notre démarche, c'est que non seulement les deux groupes ont travaillé en tuyau d'orgue, en parallèle, simultanément, mais aussi ont travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait 5 conseillers économiques qui siégeaient dans le groupe citoyen et qui donc ont suivi le groupe citoyen pendant tous ces travaux, et 5, et Patrick Benasconi l'a dit tout à l'heure, 5 citoyens ont été tirés au sort. Ils n'ont pas été désignés, ils ont été tirés au sort pour donc siéger à la commission temporaire, et ils ont suivi avec beaucoup d'assiduité tous les travaux, et Dieu sait qu'on a travaillé pendant ces 2 mois et demi. Ils ont suivi avec beaucoup d'assiduité, ils ont participé, ça nous a extrêmement surpris. Certes, au début, ils ont essayé d'écouter, de regarder, mais ils ont participé. Alors, et donc, leur faire prendre conscience que le travail collectif, c'était la condition essentielle pour co-construire et construire quelque chose, ça n'a pas été très simple. Et ça a nécessité un accompagnement, et donc nous remercions évidemment Mission Publique d'avoir rempli avec beaucoup de compétences cette tâche-là. Alors, il faut bien vous dire aussi que ça a été un choc des cultures quand même, entre les conseillers et les citoyens. Et ce choc des cultures était parfois agaçant, il faut le dire, avec un certain nombre de questions qui n'est pas toujours en rapport direct avec ce qu'on était en train de faire, par exemple. Je ne donnerai pas d'exemple, mais chacun se reconnaîtra. Mais beaucoup salutaires quand même. Très souvent salutaires. Pourquoi ? C'est parce que ça nous a fait prendre conscience d'un point de vue totalement extérieur du contenu de nos travaux et de la façon avec laquelle on a l'habitude de travailler. Et je pense que ça va nous permettre, je l'espère en tout cas, on aura l'occasion d'en rediscuter dans cette maison, mais j'espère que ça va nous servir de leçon et qu'on va peut-être changer notre façon de faire. Comment vous dire, il y a également toutes les limites du volontariat. Dans une méthode de ce type, non, c'est vrai, Dimitri, vous avez raison de dire que c'est un consentement. Mais si on travaille de façon pas industrielle, mais comme on envisage de le faire, parce qu'il faut alors parler d'avenir, parce que dans cet avis, et on parle d'avenir, et on va peut-être en parler tout de suite, ça nécessitera quand même qu'il y ait suffisamment de gens volontaires pour participer à ce type d'expérience. Moi, je suis un petit peu surpris, pas vraiment d'ailleurs, que 90%
de ceux qui ont été tirés au sort dans le cadre des conférences régionales n'est pas, pour des raisons X, Y ou Z qui leur appartient, n'ont pas donné suite. Donc ça pose un problème pour la suite. Voilà, donc on parlera peut-être des conclusions qu'on a tirées sur ça et des propositions que nous faisons pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors, on commence à parler un peu d'avenir pour cet avis qui, comme vous l'avez vu, ont été construits de manière assez particulière. Michel Chassan vient d'en dire quelques mots. Eh bien, Monsieur Bernasconi, c'est quoi l'avenir de cet avis? C'est quoi l'avenir? C'est quoi la suite? Alors l'avis, c'est l'avis d'une institution, c'est pas n'importe quel avis. Il a pris une place importante aussi dans les conférences régionales de citoyens tirés au sort, puisque c'était l'un des documents qui était sur table. Il y a un processus qui va s'ouvrir par la suite avec, au mois d'avril, un débat à l'Assemblée nationale, puis un débat au Sénat, une prise de parole du président de la République, je pense, mi-avril, et enfin, sûrement, une suite sur un certain nombre de sujets. Lorsque vous regardez plus en détail notre avis, vous vous rendez compte en fait qu'un certain nombre de thématiques nécessitent qu'on aille un peu plus loin. Donc il faudra à ce moment-là regarder avec les pouvoirs publics, si on peut le faire, de toute façon, quels sont les sujets qu'on devra approfondir dans le cadre de ce grand débat. Et donc il y aura forcément à ce moment-là une suite à donner aux travaux qui ont été réalisés dans un temps extrêmement court, à savoir dans un délai de 3 mois sur un spectre, on n'imagine pas, mais le spectre, il était quand même extrêmement large. Donc c'était un sujet de complications supplémentaires par rapport à l'avis et les attendus qu'on devait faire dans le cadre de cet avis. Donc ça, c'est la suite assez logique, et je pense que le CESE aura donc une place très particulière, et les corps intermédiaires ont une place très particulière à ce moment-là à jouer, et on regardera comment on reprendra tout ça. Ensuite, il y a l'expérimentation, nous, telle qu'on l'a menée, quelle suite on pourra donner à cette expérimentation. On voit bien que la réforme constitutionnelle telle qu'elle avait été présentée, on avait déjà abordé l'idée que le CESE soit le réceptacle des pétitions, c'est-à-dire le filtre par rapport au pouvoir public, par rapport aux 2 autres assemblées. Il y a l'idée qu'on intègre systématiquement 5 citoyens tirés au sort dans chacune de nos sections, enfin au moment où on ouvre les travaux, dans chaque rapport et avis lorsqu'il est réalisé. Donc là, on aurait quelque chose de beaucoup plus systématique qui serait envisagé. Et puis après, on regardera si on peut aller plus loin en créant, en tant que de besoin, lorsque des grands débats s'ouvrent, des groupes miroirs de citoyens tels qu'on a pu le constituer. Donc il y a demain à réfléchir et à rendre tout ça opérationnel de façon à ouvrir évidemment cette institution qui est, on l'a dit à plusieurs reprises, qui est l'institution des corps intermédiaires, mais qui aujourd'hui doit largement s'ouvrir si on veut que demain des expressions individuelles, que demain des citoyens engagés qui portent à un moment donné un sujet, puissent trouver une sortie institutionnelle et une façon d'être écoutés. Donc c'est tout l'enjeu de la réforme qui est autour du CESE, et donc d'incarner demain complètement ce trait d'union entre citoyens et pouvoir public. Il y a un gros travail de fond à réaliser, mais la réflexion était déjà bien avancée, donc elle va reprendre, je pense, assez rapidement dans le sujet institutionnel qui ne manquera pas d'être reposé, je pense, dans les prochaines semaines. Merci. Écoutez, j'ai encore 2-3 questions, peut-être avant qu'il y ait un système de questions-réponses avec la salle. Une question pour Monsieur Dimitri Courant, et puis ensuite pour Mesdames Vosgic et Durieux. Alors, Monsieur Courant, outre le fait que l'avis élaboré par les conseillers, conseillères et citoyens et citoyennes, donc qui sont donc dans le consentement, influencent donc les mesures du gouvernement ou du Parlement. Pour vous, quels sont peut-être de manière un peu plus complémentaire l'intérêt de cette expérimentation? Alors, toute la question justement, c'est à quoi ça sert en fait. Et à chaque fois que ça arrive, et là j'étais encore ce week-end en train d'observer des citoyens tirés au sort dans le cadre des conférences citoyennes régionales, la question est revenue régulièrement. Est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose? Et même dans des dispositifs plus longs, plus massifs, comme par exemple en Irlande, moi j'ai travaillé plusieurs années sur le cas des assemblées citoyennes en Irlande, les citoyens se posaient aussi la question, alors que pourtant ils avaient 1 an et demi de délibération, qu'ils avaient des mandats précis, etc. Ils se demandaient, bon, est-ce qu'on va avoir un impact? Et c'est la question centrale. Et donc finalement, il me semble que au bout d'un moment,
il doit y avoir une certaine forme d'institutionnalisation de ces pratiques avec une certaine forme de mécanique. Et il faut qu'on n'ait plus d'incertitude sur ce que deviennent les propositions. Il peut y avoir, par exemple, le Parlement irlandais s'était quand même engagé à répondre dans un certain nombre de mois, mais avec un délai précis, à toutes les propositions qui seraient transmises par l'Assemblée citoyenne. Et puis de façon un peu plus audacieuse, quand il y avait eu les premières assemblées citoyennes au Canada, le Parlement de Colombie-Britannique s'était engagé à soumettre à référendum directement la proposition de code électoral écrit par l'Assemblée citoyenne. Donc il y a différentes formes de mécanismes. Il y a aussi le mécanisme automatique qui s'est mis en place dans certains États américains, qui est d'avoir un jury citoyen tiré au sort d'à peu près le même effectif que celui du CESE, qui rédige un avis, après avoir écouté des experts contradictoires et du pour et du contre, qui est transmis à tous les électeurs de l'État, donc en Oregon, en Californie, au Massachusetts, avant un référendum d'initiative citoyenne, pour les informer de façon impartiale sur les dangers ou les avantages d'une initiative. Donc voilà, il y a un certain nombre de possibilités qui existent, et je pense qu'il est important de prendre en compte le contexte et les spécificités locales. On peut pas importer un modèle de façon aveugle sans se rendre compte qu'un pays n'est pas nécessairement un autre pays. Mais ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui aussi explique ce que M. Chassan a dit, à savoir, en effet, si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que votre week-end ou vos week-ends à quoi ça va servir, votre temps que vous donnez, c'est plus difficile de dire oui. Hein. Enfin, je comprends parfaitement cela. Si par contre, en effet, il y a une forme de culture et d'acculturation qui se met en place et qu'on voit que ça a des effets, que c'est pris au sérieux, que c'est pas juste de la communication, à ce moment-là, il y a une très forte chance que de plus en plus de citoyens disent oui, soient informés de l'institution et du processus et soient mis en confiance sur cela. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas sûr de me rappeler exactement de quelle était votre deuxième question. L'appréciation globale. Oui, alors après, c'était un format un peu atypique parce que souvent dans les formats de jury citoyen ou d'assemblée citoyenne, il y a l'audition d'experts contradictoires. C'est assez important, et d'ailleurs de groupes d'intérêt. Par exemple en Irlande, Amnesty International, qui était pour la légalisation de l'avortement, avait été entendu, l'Église catholique irlandaise, qui était contre la légalisation de l'avortement, avait été entendue, etc. Et la même chose avait eu lieu pour la question du vieillissement de la population, la question du réchauffement climatique. Voilà, il y avait eu différents acteurs, les agriculteurs qui s'étaient exprimés, mais également les gens qui représentaient les énergies renouvelables et ce secteur-là. Et du coup, il y avait ce travail de monter en expertise du jury citoyen, enfin de l'Assemblée citoyenne en l'occurrence, alors que là, évidemment, avec le temps contraint qu'il y a eu, on s'est plutôt reposé sur l'expertise d'usage que les citoyens avaient. Et un système assez intéressant a été mis en place par Mission Publique. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, c'était d'utiliser le temps entre le premier week-end et le deuxième week-end pour donner des devoirs à faire, entre guillemets, aux citoyens. Faire des recherches. Absolument, pour que les citoyens fassent eux-mêmes des recherches et finalement se les approprient plus directement que juste une audition d'experts. Ça, je trouve que c'est un très bon point qui a été bien pris en compte et fait sérieusement par les citoyens. Après voilà, je pense qu'il y a différents formats qu'il faudra réfléchir parce que il existe aussi, ça je tiens à le rappeler, un certain nombre de conférences de citoyens qui se sont tenues, y compris en France dans les fin des années 90, sur des sujets extrêmement techniques comme les OGM par exemple, les nanotechnologies ou le nucléaire, où là on ne demande pas nécessairement aux citoyens de se baser sur leur expertise d'usage, mais on demande de peser le pour et le contre d'arguments exprimés soit par des corps intermédiaires, des associations ou des scientifiques. Et c'est un autre type d'exercice, je pense, et il faudra y réfléchir. Cela dit, moi je pense que la délibération a été respectueuse dans ce que j'ai pu observer, avec un bon sentiment de collectif, de destin partagé, et un avis qui me semble d'une grande qualité et qui touche vraiment beaucoup de thèmes dans un temps relativement court. Donc moi j'étais assez impressionné par le processus. Merci. Madame Wojcik et Madame Durieux, est-ce que les plateformes numériques ont-elles pour vous la possibilité d'offrir en fait de réelles procédures délibératives, de créer des compromis, des consensus comme ce qu'on fait ici au CESE, ou est-ce que de manière un peu caricaturale, c'est simplement des contributions individuelles et qu'il n'y a pas de dialogue entre elles? Quel est un peu votre... Madame Wojcik, peut-être commencer? Allez-y. Oui, je pense que ça dépend tout simplement des types de plateformes auxquelles vous faites référence. Enfin, quand il s'agit d'une plateforme de pétitionnement électronique, il est clair qu'il s'agit de signer un texte avec lequel vous êtes d'accord. Et donc la dimension délibérative n'est pas particulièrement présente, sauf si on considère le système qui consiste à partager votre signature, qui le fait afficher sur vos réseaux sociaux, et auquel cas éventuellement une discussion peut s'orienter parce que vous avez signé pour la libération
délibération de tel ou tel, je ne sais pas, universitaire turc emprisonné. Et donc, vous pouvez effectivement engager un débat. Maintenant, c'est un débat, ce n'est pas forcément une délibération. Quand on regarde les plateformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement, je ne veux pas généraliser, parce qu'encore une fois, ça dépend de celle que l'on regarde. On est dans la plupart du temps dans un format strictement consultatif, où la dimension délibérative est tout bonnement absente, parce que c'est pas forcément ce qui est, c'est pas du tout ce qui est recherché, puisqu'il s'agit de compiler un certain nombre de contributions, d'en faire une synthèse. Enfin, je pense au grand débat, mais je pense à d'autres consultations qui ont pu avoir lieu, où on demande aux gens leur opinion sur telle ou telle dimension, tel ou tel aspect, telle ou telle thématique, et ils doivent répondre, alors soit sous forme de questionnaire fermé, soit sous forme de boîte à idées, mais il n'y a, pour les plateformes auxquelles je pense, il n'y a pas de fonctionnalités techniques qui permettent un échange d'arguments, de contre-arguments, qui signeraient un petit peu la dimension délibérative de l'échange. Parce que ce n'est techniquement même pas possible. Après, il y a eu des initiatives, par exemple de la Commission nationale du débat public, où on avait plutôt des formats de forum, où les gens étaient en mesure de s'exprimer et d'échanger des discussions, mais ça peut relever de formats techniques assez différents. Vous pouvez par exemple mettre en ligne un texte sur lequel vous demandez aux gens de réagir, et peut s'engager à la marge une discussion par rapport à telle ou telle proposition qui figure dans le texte. Donc c'est difficile de répondre à votre question de manière générale, parce que ça dépend ce que vous regardez et ça dépend quelles sont les fonctionnalités que vous mettez en avant. Mais dans la plupart des cas, concernant le gouvernement, on est dans une procédure consultative descendante, quoi. Ça paraît assez net. Mais je laisse, Madame Durieux, peut-être votre avis, votre appréciation globalement Oui, donc je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Une pétition, c'est l'adhésion à un texte, à une proposition. Donc forcément, ça n'a pas une fonction délibérative. Ce qui est intéressant, et ça a été dit déjà dans les interventions précédentes, c'est que pour nous, la pétition, en tout cas les pétitions qui sont lancées sur notre site, on a 12 millions d'utilisateurs en France et 90% des pétitions qui sont lancées sont des pétitions qui sont lancées par des individus directement concernés ou impactés par les politiques publiques qui vont dénoncer ou qui vont soutenir d'ailleurs, parce qu'on a aussi des pétitions pro, ça existe. Et donc c'est ça l'intérêt pour nous, c'est comment est-ce qu'on amène cette expertise du vécu, si je peux dire ça comme ça, dans les délibérations qui sont faites au sein des assemblées. Donc ça c'est la première chose sur l'intérêt d'entendre ces experts du vécu. La deuxième chose par rapport à la délibération, nous on voit la pétition aussi comme une porte d'entrée à l'engagement. C'est-à-dire que peut-être que si vous n'avez jamais été ni dans un parti politique, ni dans une association, ni dans un syndicat, ou si vous n'avez jamais été actif dans votre commune, par exemple, signer une pétition, c'est une entrée en matière pour participer plus largement à des délibérations. Et on l'a vu notamment lors de la démission de Nicolas Hulot, il y a une pétition qui a été lancée comme une forme de soutien à une politique environnementale volontariste de la part du gouvernement. Et de cette pétition est né un groupe de réflexion, d'échange, alors qui s'organise sur des outils différents, qui ne sont pas les outils de change.org, ce qui est très bien, on fait partie d'un écosystème où justement il y a de la délibération. Donc on peut voir la pétition en ligne comme ça, une entrée vers des processus délibératifs avec une interpellation de départ qui est une interpellation politique. Et ce qui est à espérer, c'est que ces pétitionnaires fassent partie justement de ces délibérations, quitte à changer d'avis en étant justement exposés à d'autres arguments. Et c'est ce qui fera la dynamique démocratique dans notre pays, c'est aussi de se dire on n'est pas juste pour ou contre, on peut évoluer, mais pour cela, il faut qu'on soit senti considéré, intégré. Et donc ça, c'est le rôle des assemblées comme le CESE. Merci. Alors, on va passer à un système de questions-réponses. Qui veut prendre la parole? Poser une question, témoigner, réagir. Allez-y. Oui, bonjour, Michel Rioux. J'ai été garant sur des réunions locales et puis aussi dans une conférence de citoyens ce week-end. Donc moi j'ai été d'accord avec tout ce qui s'est dit sur l'appétence des participants, sur leur côté dubitatif, mais jouer le jeu. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est pas mal d'ignorance, on parlait d'acculturation là, par rapport au fonctionnement de la démocratie.
Vous avez parlé de qualité de la restitution. Moi, ce qui m'inquiète un peu, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque de Décider Ensemble il y a quelques années c'était un journaliste de TF1 qui devait parler de la COP de Copenhague. Il avait 2 minutes pour en parler. Ce jour-là, il y a eu Johnny Hallyday qui s'est fait opérer du dos, et donc ces 2 minutes sur un sujet aussi important se sont réduits à 45 secondes. Donc là, vous allez aussi passer par une phase de restitution médiatique. Comment envisagez-vous la chose? Merci. Alors, une autre question, et puis ensuite, il y aura des réponses. On peut passer le micro? Non. Et ensuite, madame, pour une 3e question, et puis ensuite, prendrez la parole pour répondre. Merci. Je voulais réagir, on entend beaucoup parler de ces derniers jours des 90% de personnes qui n'ont pas donné suite à la prise de contact pour participer aux conférences régionales citoyennes. Et en fait, avoir 10% de personnes qui donnent suite, c'est énorme en fait. Il faut avoir ça en tête jusqu'au grand débat. Faut avoir conscience que des gens qui n'ont jamais participé ne connaissent pas ces dispositifs. Ils sont vraiment pas familiers de ça. Pour pouvoir les faire participer, les amener à participer, il y a un travail de pédagogie qui est énorme. Et là, on est dans un moment où tout le monde entend parler de la participation, et avoir 10% de personnes qui donnent suite, au contraire, c'est beaucoup. Effectivement, la première réaction qu'on n'a pas l'habitude de ça, on pourrait avoir l'impression que c'est faible, mais c'est l'inverse. Et moi, j'étais à Orléans pour une des conférences régionales citoyennes ce week-end, et en discutant avec les participants, un exemple type, c'est une participante qui a une 60aine d'années, qui a entendu parler de ces conférences régionales citoyennes, et quand elle a l'appel, et elle dit oui tout de suite, et elle dit mais jusqu'à ce grand débat, je n'en avais jamais entendu parler, j'aurais probablement pas réagi une autre fois, mais là je savais ce que c'était et j'ai dit oui tout de suite. Donc c'est un autre regard qu'on peut porter à ces chiffres. Merci. Madame, vous avez une... Ah, donc pas d'autres questions pour l'instant? Si, monsieur. On prend cette 3e question. 4e, et après, on va vous répondre. Oui, bonjour. C'est plus une observation qu'une question. Moi, je voulais revenir sur la consultation du CESE avec ou sans gilet jaune dont on a parlé tout à l'heure, qui me semble un petit peu importante à analyser, et qui me fait dire que, et c'est une observation, qu'il ne faut pas occulter que ces mobilisations sont le fruit de choix techniques et d'animation qui ne sont pas neutres. Et il me semble qu'il ne faut pas avoir une vision de la civic tech ou des plateformes numériques comme étant immuables, comme étant un seul outillage. Il y a des choix, et je crois que Stéphanie Vosgic en parlait tout à l'heure, il y a des choix de fonctionnalités qui ne sont pas neutres, et il y a des stratégies d'animation qui pourraient aussi amoindrir ces logiques de groupe de pression, et je pense qu'on peut essayer de ne pas les subir trop ouvertement. Première chose, sur le choix des fonctionnalités, par exemple, j'étais surpris dans le cadre de votre consultation de voir les propositions ouvertes au like, je soutiens une proposition, etc. Ces logiques quantitatives me semblaient contraires à vos objectifs d'analyse qualitative, pour le coup, et du coup ça crée une déception chez l'utilisateur qui se dit ah bah il y a une stratégie où je peux montrer que je soutiens une proposition, donc je vais demander à mes amis associatifs, etc. de venir sur cette plateforme pour soutenir ma proposition. On a des gros scores, et dans l'analyse on est obligé de faire 3 pas en arrière, voire 15, pour dire oui mais c'est pas si important que ça. Donc là on crée de la déception du fait d'activer cette fonctionnalité dans le cadre d'une concertation ouverte, alors qu'elle a plus de sens dans le cadre d'un budget participatif, par exemple, où on cherche à sonder, justement. Vous avez dit, Monsieur Chassan, tout à l'heure, que ce n'était pas un sondage. Dans un budget participatif, on cherche plutôt à voir les projets qui sont soutenus par la population locale. Il me semble que c'est plus adapté dans ce genre de contexte. Autre observation sur la stratégie d'animation. Là aussi, il y a des choix techniques qui sont faits, de modération a posteriori, avec très peu de données demandées sur les utilisateurs, qui privent l'animateur d'intervention pour amortir ces logiques-là et dire bah écoutez, c'est pas le sujet parce qu'on avait délimité un périmètre de discussion, ou vous êtes déjà exprimé, ou notre charte de modération nous permet de ne pas accepter un message récurrent parce qu'on estime qu'il a déjà été exprimé un grand nombre de fois. Donc je vous dis ça, je pense qu'on peut intervenir, je pense qu'il y a des choses à inventer d'ailleurs. Nous on travaille beaucoup avec la Commission nationale du débat public sur ces sujets, sur des sujets parfois très difficiles. On va ouvrir
je ne vous cache pas, dans quelques semaines, un site qui va parler de déchets radioactifs. On s'attend à ce que ça soit un petit peu délicat. Mais voilà, on en est encore à un stade où il faut faire progresser les outils et les méthodes, mais je pense qu'il y a des moyens d'action en tout cas. Merci. Alors, madame, et puis après, on finit les questions. Merci beaucoup pour toutes ces tables rondes. J'ai envie de poser une question concernant la suite, puisque cette question a été posée à la fois par la première table ronde et par celle-ci, et notamment la poser à M. Chassan, parce qu'il a été dit que peu de femmes avaient la culture du numérique, d'une part, et c'était une des raisons pour lesquelles il y avait beaucoup plus d'hommes qui pouvaient participer par le biais des plateformes. Et puis, d'autre part, la question comment dirais-je, du temps qui fait que certaines catégories manquent de temps pour répondre immédiatement à ce qui est demandé. Et je prends mon propre exemple, pardonnez-moi, mais c'est vrai que j'ai vu depuis le début que le débat commençait, et j'ai eu envie tout de suite de participer, de m'exprimer aussi bien à travers différentes associations que personnellement. Mais j'ai manqué de temps pour des raisons à la fois de santé et puis familiales, et je n'ai pas pu assister à tout ce à quoi j'aurais voulu participer. Donc, pour la suite, est-ce qu'il va être possible de continuer à participer, même si la date du 15 février était donnée? Et est-ce qu'on peut envisager un temps un peu plus long, justement, pour les catégories empêchées? Merci d'avance. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour vos questions, réactions. Ce que je vous propose peut-être, c'est à la fois les uns les autres de répondre à un certain nombre de points qui ont été évoqués, et puis ce sera aussi votre mot de conclusion. Monsieur Dimitri Courant. Un, deux, oui, ok. Alors, peut-être premier point sur le 1 sur 10 qui disent oui, en effet, c'est beaucoup, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Enfin, c'était assez intéressant de voir que sur beaucoup de sites d'information, c'était présenté comme voilà, ça veut dire que c'est un énorme échec, et je me suis dit, moi, du coup, je ne l'ai pas fait à chaque fois parce que c'était épuisant, mais je l'ai au moins dit une ou deux fois, c'est le taux normal, quoi. Enfin, c'est même assez haut. Après, c'est difficile aussi de comparer, puisqu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en compte là-dessus. Le premier point, en effet, Erwan le soulignait, c'est la médiatisation. Si vous avez entendu parler d'un processus, c'est plus facile de dire oui que si vous ne savez pas du tout ce que c'est et qu'il faut vous expliquer pendant 5 minutes au téléphone de quoi on parle. Donc la réputation, la crédibilité et la confiance. Et là, il y a quand même malgré tout des biais qui sont... est-ce que ceux qui n'ont pas confiance, par exemple, envers le gouvernement, vont pas avoir tendance à dire non, et que du coup on les aura pas dans les assemblées tirées au sort, alors que c'est plutôt eux qu'on voudrait écouter, puisque c'est eux qui sont mécontents. Donc il y a cette question de crédibilité. Il y a la question de l'impact. Le temps que je donne et l'énergie que je donne va-t-elle avoir un impact, ou non? La question de l'indemnisation, est-ce qu'on paye les gens pour venir, et de la prise en charge, est-ce qu'on les défraie? Ça, on sait que ça joue. Et enfin, la question du mode de prise de contact. C'est faible par mail ou par la poste, c'est plus fort par téléphone. Et pour la dernière assemblée en Irlande, ils avaient fait du porte-à-porte. Là, ils avaient eu encore un taux plus fort. Donc il y a tout ça à prendre en compte pour évaluer. Puis également, dernier point, la question de l'investissement en temps. C'est pas pareil de venir un week-end ou un an, enfin un week-end par mois pendant un an. Au niveau de c'est amusant que le mot humilité soit revenu plusieurs fois, parce que justement moi un des apports théoriques que j'ai essayé de faire, c'était d'expliquer quelle pouvait être la forme de légitimité que prenaient ces assemblées tirées au sort. Et donc j'ai essayé de noter de façon comparative ce que ça donnait en termes d'égalité, le tirage au sort étant un mode de sélection à ce niveau-là qui permet une égalité entre les différentes personnes, d'impartialité, il n'y a pas de biais de sélection, on sait que y compris les électeurs votent aussi en fonction du physique, de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau, ça influe dans les choix électoraux, alors que le tirage au sort est aveugle à ça. La question de la représentativité, avec la question de la diversité en termes de catégories socio-professionnelles, d'âge, etc. Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose de plus, et c'était justement cette question de ce que moi j'appelle la légitimité-humilité, qui est qu'on a des gens qui sont sélectionnés par un mode de sélection qui
qui ne dit pas vous avez réussi quelque chose, vous avez réussi une épreuve. Réussir une élection, c'est compliqué, il y avait d'autres concurrents, la plupart des gens perdent une élection. Réussir un concours pour devenir haut fonctionnaire ou expert, c'est compliqué. Être nommé, c'est un parcours du combattant pour être reconnu pour ses qualités, alors que être tiré au sort, concrètement, il n'y a rien de quoi se prévaloir ou être fier. Et donc finalement, c'était cette capacité d'humilité, ça me semble être une des conditions de ce type de délibération, c'est-à-dire la capacité à changer d'avis, à dire que vous avez eu tort, et à accepter le fait que vous n'allez pas trancher la décision, puisque ces jurys et ces assemblées ne tranchent pas la décision, elles la co-construisent avec d'autres, ça peut être avec le Parlement, ça peut être avec des référendums, et donc ça permet de ne pas avoir une décision qui se réduit à une seule entité, mais qui est partagée. Et la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est est-ce que ces dispositifs de tirage au sort notamment vont permettre de démocratiser la démocratie et de permettre un empowerment, de restaurer de la confiance, ou est-ce qu'il va y avoir une tendance à les utiliser comme outil de gouvernementalité pour faire de la consultation, notamment pour dire voilà, on a consulté, donc ceux qui se mobilisent dans la rue sont illégitimes de facto puisqu'ils auraient pu participer dans des modalités différentes délibératives. Et à ce moment-là, je pense et surtout si ça sert à rien et s'il n'en sort rien, ça renforcera la défiance. Et on aura décrédibilisé la démocratie participative pour un moment. Merci. Madame Durieux, peut-être quelques éléments de réponse. J'adhère complètement avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins où on a mis le débat en espèce de solution à la crise qu'on est en train de traverser. Et qu'on a une responsabilité en tant qu'acteur de la société civile, en tant que représentant politique, à faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Par rapport à la participation, je pense aussi qu'on ne peut faire un succès de ces expérimentations que quand elles deviennent systématiques et quand elles sont transparentes. Je pense qu'il y a une grande majorité, malheureusement, de nos concitoyens qui n'ont pas entendu parler de cette initiative et de cette expérimentation du CESE. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille encore. Quand je parle de systématiser, par exemple, l'audition des pétitionnaires au CESE, pour nous, a été une expérience extrêmement forte. Alors pas pour nous, mais pour nos utilisateurs et utilisatrices, et se pose la question justement de la transparence des critères de choix de ces pétitions. Pourquoi celle-là? Pourquoi ces pétitionnaires plus que d'autres? Et ça rejoint la question que vous posiez sur les 10% de personnes qui se sentent légitimes. Je pense que peut-être qu'il y a un effort à faire s'exprimer ces personnes qui n'auraient pas spontanément pensé pouvoir être légitimes à parler, justement pour inspirer d'autres. Je repense à, justement, on était dans cette enceinte avec Anne Lorient, qui est femme SDF, qui a contribué au rapport du CSE sur la grande précarité et qui me disait j'aurais jamais imaginé être ici un jour. Donc je pense que pour répondre à ces questions de représentativité, ces 10% de personnes qui donnent suite, il faut créer un élan au sein de la population à dire oui, cette démocratie participative, elle est ouverte à toutes et tous. La question de la disponibilité est très bien posée également par vous, madame. Donc on sait très bien qu'on va avoir des personnes qui vont s'auto-censurer parce qu'elles vont penser avoir des choses à faire plus importantes que de participer. Donc toute cette culture, elle doit être impulsée au niveau local, mais aussi au niveau national. Et enfin, je dirais pour conclure, j'aurais aimé qu'il y ait à cette table ronde, par exemple, des personnes qui ont été dans le jury tiré au sort, peut-être pour donner leur propre sentiment de leur expérience. Je pense que ça passe aussi par ça, essayer d'associer un maximum aussi dans la restitution et la communication les personnes qui sont impliquées. Merci. Alors, Monsieur Chassan et Monsieur Bernasconi, peut-être rapidement. Très rapidement. Oui, les choix technologiques ne sont pas neutres, c'est clair. Et donc, nous devons réfléchir, évidemment, pour atteindre nos objectifs. Par exemple, pour la plateforme citoyenne, on a utilisé une technique différente de celle que nous utilisions jusqu'ici pour traiter les pétitions. On a utilisé la technique d'idéation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on aurait pu utiliser notre technique, c'est ce qu'on utilise traditionnellement, c'est qu'on formule un certain nombre de propositions et on demande aux gens de s'exprimer et de porter un jugement par rapport à telle ou telle proposition, soit en votant pour ou contre, soit en faisant des contre-propositions. Voilà. Mais on a choisi notre technique, mais il faudra expérimenter tout ça et puis il faudra évaluer surtout. C'est toute cette évaluation qui va être évidemment cette phase très importante et la phase de communication évidemment qui va suivre parce que c'est bien de faire des choses, mais c'est encore mieux évidemment de les faire savoir. Je vais m'arrêter là parce que sinon... Si, je veux répondre aussi au plan technique, pour laisser quand même... au plan technique, comment dirais-je ?
Tout ça, ça vous avez exprimé, madame, en disant qu'il fallait du temps. Bon, mais je vous ai dit aussi que c'est vraiment ce qui nous a manqué. Bon, mais donc c'est fermé maintenant, vous ne pouvez plus participer. Désolé, hein. Mais on en fera d'autres, hein, donc vous pourrez participer. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de publicité suffisante pour organiser tout ça, évidemment, on génère quelques frustrations. Vous en avez été un des témoins. Pour finir, tout ça, ça nécessite un budget, ça a un coût, hein, ça a un coût. Et surtout la participation citoyenne, hein, si on envisage un pool avec des promotions de l'ordre d'une 30aine ou 40 citoyens en permanence fonctionnant ici, c'est pas neutre, hein, en termes financiers. Voilà, donc ça c'est la question qu'on posera au pouvoir public. Monsieur Bernasconi, pour conclure. Oui, très, très rapidement, donc vous l'avez bien compris, le CESE, à travers cette expérimentation de citoyens tirés au sort, d'utilisation de plateformes, en fait, expérimente un certain nombre d'outils modernes qu'il faut savoir adapter par rapport aux objectifs qu'on poursuit. J'ai souvent dit ce serait bien que le CESE devienne une espèce d'incubateur de démocratie moderne. Et je crois qu'il faut porter cette idée. Il faut pouvoir tester, évaluer en permanence, retour sur expérience et adapter les outils en fonction des besoins. Mais ce qui ne doit pas changer, en fait, c'est le cap. Le cap, c'est bien de bien mettre en place un trait d'union entre le citoyen et les pouvoirs publics. Et que les organisations qui sont membres du CESE doivent vraiment s'ouvrir à ce dispositif pour pouvoir bien remonter ce qui remonte de nos concitoyens, même si certains l'ont dit, en étant membres d'organisations, ayant un métier, étant très investis, ils ont quand même un certain nombre de ressorts qui leur permettent de bien comprendre parfois ce qui est à l'œuvre. Mais ça n'empêche pas qu'il faut davantage ouvrir, et comment passer d'une démocratie très locale dans laquelle on a eu ce genre d'expérience positive à quelque chose qui va devenir national. Tout l'enjeu, il est là. Donc c'est une belle feuille de route pour la suite, et rendez-vous peut-être dans quelques mois. On aura peut-être largement encore progressé sur cette réflexion. Merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes pour cette table ronde sur expérimentation démocratique au CESE. Bon déjeuner, bon après-midi et à bientôt et à tout à l'heure. Merci.